va terminer ces approches alternatives et magnifiques avec mon collègue Joël Sibert. Donc, avec Joël, on va de nouveau s'écarter de la méthode que j'appelle maintenant Goldstein-Marzin, donc la méthode SK. Donc, Joël, il va vous expliquer aussi qu'une méthode pour il va faire l'interdiffusion contrôlée pour créer un puits parabolique et ainsi euh, piéger localement des porteurs. Et en plus, les états électroniques dans un puits parabolique, on a appris ça à l'école quand on était petit, ils sont équidistants. Et puis, il va aussi vous parler des 2,6, parce que vous savez qu'à Grenoble, on est né un peu aussi avec les 2,6, avant d'avoir les 3,5 maintenant avec nous. Et donc, comme vous l'avez dit Claude ce matin, dans les 2,6, l'énergie de formation des dislocations est petite, et donc on a plutôt tendance à faire une relaxation plastique en créant un réseau de dislocation qu'une relaxation élastique. Et Joël, il va vous expliquer comment, en faisant de l'ingénierie d'énergie de surface, on peut éviter ce genre de transition. Voilà. Merci Henri. Bonjour à tous et je remercie bien sûr les organisateurs pour finalement m'avoir permis d'assister à cette journée qui depuis ce matin est très intéressante, vraiment. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Euh, j'ai pris approche alternative, c'était écrit avec un S et donc j'ai utilisé ça. Je vais vous présenter trois facettes d'approche alternative. Une sur des boîtes GAAS, une sur l'histoire du Stransky-Krastanov entre les 2,6 et les 3,5, et puis l'autre, ça va être une espèce de complément à l'exposé précédent. Est-ce que je vais dans le bon sens? Oui. Donc je commence par quelque chose qui date aussi de 40 ans, et c'est quelque chose que j'avais fait en postdoc avec Pierre Petroff. Et il se trouve que à l'issue de ce postdoc, j'étais venu à Bagneux faire un exposé sur confinement à une et zéro dimension dans GAAS, GAANAS. Et à cette occasion, bah, j'avais rencontré Jean-Yves Marzin et Jean-Michel Gérard. On s'était retrouvés au bureau commun à l'époque. Je ne sais plus combien de temps on y avait passé, mais un bon moment. Euh, donc la méthode, c'était de prendre un puits le plus standard possible et déposer un masque, le, l'implanter avec des ions gallium. Et le résultat principal, c'est que ça crée des lacunes, localement, des lacunes de gallium. Et ensuite, si on retire le masque et que on recuit l'échantillon, eh bien, là où il y a eu les lacunes, on interdiffuse le puits, et donc l'énergie des paires électrons-trous confinés ici augmente, et on réalise ici une structure confinée latéralement. On appelait ça effectivement à l'époque des quantum boxes et pas des quantum dots. On regardait ça en cathodoluminescence. Donc ici, vous avez l'image de cathodoluminescence réalisée à l'énergie de luminescence la plus basse, et vous voyez cette structuration ici, qui reproduit la structuration du masque. On pouvait faire aussi des fils. Euh, D'ailleurs, on peut se demander pourquoi on parle de fils et pas de lignes. Et quand on regardait, quand on focalisait sur enfin, focalisait plus ou moins sur une des boîtes ici, on voit l'énergie qui augmente. On voyait aussi la luminescence ici, qui correspondait à la partie complètement interdiffusée. On avait un repère un peu plus loin. Alors, ce qui nous embêtait un peu, c'est qu'on avait quand même des raies assez larges et on avait des luminescences aussi, des raies de luminescence qui apparaissaient plus hautes, mais qui pouvaient être des états excités. Donc, ça, c'était à Bell Labs. Donc, Bell Labs, c'était... euh, j'ai découvert tas de choses dans le comportement là-bas.
Là-dessus, ça a donné lieu à un brevet, à un certain nombre de publications sur les mécanismes, donc FISREF, un certain nombre de publications pour dire bah, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, donc Applied Physics Letters et autres. Et puis, il y a eu un article de revue dans Science l'année d'après, et même la couverture. Donc, ça ratisse large, hein. On est loin d'en faire autant. Donc, si vous regardez cette revue-là, ce numéro de la revue, vous avez aussi euh, ah, euh, un autre article, je vous laisse lire. Il semble qu'on ait fait plus de progrès quantiques sur l'écologie, sur la disparition des espèces. Ça, on peut être content des progrès sur les boîtes quantiques, mais ça peut nous inquiéter aussi. Donc ça, c'est un spectre de cathodoluminescence classique, enfin caractéristique, c'est assez large. Et bien sûr, ce type de méthode, bah, ça a été complètement tué lorsque ces gens-là ont montré qu'en mettant des mésas, ils avaient des raies très fines. Et la philosophie, ben, Stransky-Krastanov, on forme les boîtes pour éviter la formation des défauts. Dans cette méthode-là, on crée des défauts pour former les boîtes. Donc, on part un petit peu avec un handicap. Donc, je passe à ma deuxième partie, 2,6 et 3,5. Quand on a commencé à faire de l'épitaxie des, euh, des 2,6, on a regardé, par exemple, une couche de CDT sur ZNT. Donc, le désaccord de maille, c'est à peu près le même que INAH, GRS. On voyait des oscillations de rides, donc croissance, monocouche par monocouche, 5 monocouches. Ensuite, il se passait quelque chose, l'intensité décroissait, chutait d'un coup, et puis on retrouvait une croissance monocouche par monocouche derrière. Euh, Là, on s'est demandé ce qui se passait et on s'est demandé si c'était un problème de relaxation. Et donc la réponse était donnée par un échantillon de ce type-là, dans lequel on inclut des insertions de CDT d'épaisseur croissante. Donc les dossiers, ils ont cet intérêt que si on empile, si on fait un échantillon comme ça, on voit parfaitement la luminescence de tous les puits. Et c'est ce que vous avez ici. Vous avez les trois premiers puits qui luminescent très bien, avec des raies qui sont fines. Ça correspond à des fluctuations d'épaisseur de moins d'une monocouche. Donc ça confirme la croissance monocouche par monocouche. Et puis quand on regarde en microscopie, en transmission, on voit que les trois premiers puits ne donnent pas lieu à la formation de dislocation. Par contre, vous avez des dislocs qui apparaissent ici. Et ça correspond à ces deux puits qui, eux, sont relaxés. Donc là, on a vraiment une relaxation par formation de dislocation. Alors, on pouvait regarder également d'autres combinaisons, CDT, CDZNT, et on a l'épaisseur critique en fonction du désaccord de maille. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, on a l'épaisseur critique en fonction du désaccord de maille. Et puis, bah, on savait quand même que dans le cas de GAS, INAS, on avait cette épaisseur critique à 1,5 monocouche, donc ça collait pas du tout. Et on voyait pas très bien, et personne ne voyait à ce moment-là, quelle était la différence vraiment entre les deux. Je me rappelle de discussions à Grenoble entre les grands théoriciens du domaine qui disaient, bah, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'autres qui nous disaient, ce que j'entends encore aujourd'hui, oh bah, ouais, bon, c'est des 2,6, les dislocations, ça se forme facilement, c'est un matériau pourri.
Tout le monde le sait. Sauf que bah, les épaisseurs critiques qu'on voyait, elles étaient dans l'autre sens. Et puis, l'énergie d'une dislocation, c'est de l'énergie de la déformation qu'il y a tout autour de la dislocation. Donc, si c'est de l'énergie élastique, l'énergie élastique stockée dans la couche cohérente, scale, varie comme l'énergie des dislocations. Donc, ça ne peut pas vous expliquer que la faible énergie des dislocations dans les 2,6 crée cette différence. Alors, ensuite, en discutant un petit peu euh, entre épitaxieurs, on s'est rendu compte que les 2,6, cadmium et le zinc, surtout le cadmium, sont extrêmement volatiles. Donc, on peut saturer en cadmium tant qu'on veut. Ça a un bon effet surfactant dans le cas de 1,0,0. Et donc, on est en excès de cadmium. Par contre, si vous saturez en gallium une croissance de GAS, si j'ai bien compris, vous faites des gouttes de gallium. Donc, vous êtes en excès d'arsenic. Et c'est ça qui fait la différence. C'est un problème d'énergie de surface. Donc, on a essayé de faire nos couches CDT en excès de tellure. Il y a eu un bel effet. On voyait des oscillations, mais qui décroissaient régulièrement. Donc, ce n'était pas exactement ce qu'on espérait, mais il y avait un effet. Et puis, alors je ne sais pas si c'était au LPN ou L2M, mais rajouter de l'indium. Bon, c'est plus facile de rajouter de l'indium que du gallium. De rajouter de l'indium conduisait à avoir des couches 2D et des dislocations. Donc ça allait dans le bon sens. Et c'était confirmé par cette manip d'Éric Tournier, je crois que c'était pendant son postdoc, dans laquelle on a ici la relaxation Stransky-Krastanov en excès d'arsenic et ici la relaxation euh, plastique en excès d'indium. Donc Henri a essayé de mettre des chiffres là-dessus. Et la première chose, c'est de regarder l'énergie élastique dans une couche cohérente. Et en fonction de l'épaisseur de la couche, vous avez une pente double dans le cas du 3,5 par rapport au 2,6. Conclusion, si vous regardez comment les dislocations s'introduisent, eh bien, les deux vont ensemble. Donc, l'épaisseur critique est la même. Et effectivement, ça, il n'y a pas de paramètres ajustables là-dedans. Ça, c'est purement de l'élastique. Et dans les deux cas, on a une épaisseur critique autour de 4-5 monocouches. Si on continue, alors on finit par introduire d'autres dislocations et l'énergie finit par ne plus dépendre de l'épaisseur de la couche. Tranquille Krastanov, vous avez une déformation qui s'atténue en haut de la pyramide, là-haut. Donc, une déformation dans la couche qui est diminuée par rapport à ce que vous aviez ici pour la couche uniforme. Si vous avez une énergie élastique, euh, grosso modo sur les faces latérales là, qui sont polaires, si cette énergie de surface pardon, est forte, eh bien, vous restez comme ça et l'énergie la plus basse correspond à la transition plastique. Si vous diminuez l'énergie de surface en passant de l'indium à l'arsenic, eh bien, vous avez la formation des boîtes. Pour les 2,6, on peut faire quelque chose d'équivalent, donc soit en plastique, soit en élastique. Sauf que pour les 2,6, ça ne marchait pas si bien, et il a fallu se tordre un petit peu les ménages pour trouver une recette dans laquelle cette diminution des oscillations de rythme qu'on voyait qui nous disait que finalement la surface devenait progressivement rugueuse, il fallait éviter ça. Et donc la technique, ça a été de faire la couche cohérente à 4 monocouches, donc là plutôt en excès de cadmium, ensuite de déposer dessus une surface de tellure amorphe et de recuire.
Et là, enfin, on trouvait les boîtes Stansky-Krastanov. Donc, on voit ici en AFM, ici en microscopie électronique à transmission, et puis les propriétés optiques avec l'exciton avec sa structure fine, le biexciton avec sa structure fine opposée, et les deux excitons chargés. Donc là, on a pu commencer à jouer avec, et on a même joué à rajouter un atome de manganèse au milieu de la boîte. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir des raies fines isolées, on se retrouve avec des blocs de 6 raies fines. Et ça, c'est simplement le fait que le manganèse interagit avec la paire électron-trou, ça aimante le manganèse. On a 6 niveaux qui sont splittés dans l'état excité. Quand la paire électron-trou disparaît, le splitting disparaît puisqu'on n'a plus de champ. Et donc, on a les cirés de luminescence au lieu d'une. Donc ça a été vu aussi avec ici euh, par Olivier Krebs et ses collègues sur les 3,5. Sauf que là, c'est un peu plus compliqué parce que le manganèse, dans les 3,5, c'est un accepteur. Donc, le schéma est un peu plus délicat. Ma conclusion là-dessus, c'est que 3,5 et 2,6, bon, on arrive à faire des choses comparables. Euh, une première réaction, ce serait de crever de faim devant. Je crois que la réaction opposée est meilleure. Il faut continuer avec les 3,5 et les 2,6. On a beaucoup à apprendre en croisant les expériences. Je ne sais pas combien de temps il me reste pour le troisième point. Donc, boîte Stansky-Krastanov, vous savez que vous avez des trous lourds dedans. Donc, vous avez un dipôle qui est dans le plan et ça émet dans cette direction-là de façon relativement uniforme, non polarisée. Certains se sont dit que ce serait bien d'avoir des trous légers. Dans ce cas-là, le dipôle est perpendiculaire au plan. On n'émet pas dans cette direction-là, mais si on regarde un peu en biais, on voit de la luminescence. Et puis en plus, cette luminescence va être polarisée avec une polarisation qui va tourner dans le plan simplement parce que on regarde le dipôle un petit peu en biais. Donc, ça, c'est pas facile à faire. Stransky-Krastanov, en tension, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est de faire un puits non contraint et de le poser sur un stresseur piézoélectrique pour appliquer la contrainte qui réussit à passer en trou léger. Dans un nanophile, c'est tout simple. Euh, si vous avez une compression dans dans une boîte allongée et non plus plate, la plus forte compression a lieu le long du périmètre ici. Alors que là, elle avait lieu le long de la surface. Et là, en faisant ça, vous allez inverser les trous lourds et les trous légers. Et donc, vous allez vous retrouver avec le dipôle vertical. Et puis, si vous inversez le signe du désaccord de maille, vous allez retrouver votre dipôle dans le plan avec l'émission de type sigma. Donc, l'idée est simple. La réalisation est à peine plus compliquée. Donc, c'est un exemple d'échantillon ici. On a une boîte allongée de CDT, un cœur allongé aussi de ZNT, et puis autour, on a du ZNMGT. CDT, c'est le paramètre de maille le plus grand. Dans ZNT, la, la contrainte est donc en compression, et si vous regardez la luminescence, vous voyez qu'elle a lieu pas au centre, mais sur les côtés, et en plus, elle est polarisée. Là, vous avez les deux polarisations croisées. Et puis maintenant, si vous regardez la luminescence du ZNT, ZNT, lui, dans ZNMGT, il va être en extension. Et effectivement, vous retrouvez votre dipôle sigma avec de la luminescence bien dans l'axe et non polarisée. Donc ça marche. Un des intérêts, là, c'est qu'on peut faire des géométries différentes. On n'est pas limité au disque. Et à partir de là, on peut stabiliser, si on veut, le trou léger et donc avoir accès à des règles de sélection totalement différentes.
Deuxième exemple, réalisé là avec CDSC. Et vous voyez que on peut faire des cœurs et donc des boîtes de dimension quantique. Et dans ce cas-là, on a inséré, donc ça c'est un échantillon qui a été fait pour faire de l'EDX, de la microscopie. Pour l'optique, on l'insère dans une gaine un peu plus épaisse quand même, parce que bon, c'est pas trop critique ce diamètre-là du guide, mais quand même, faut que ce soit en gros de l'ordre de la longueur d'onde dans le matériau. Et donc là, vous avez le fil dont je vais vous montrer les propriétés optiques. Vous voyez que ça se passe pas toujours bien. La boîte va être insérée quelque part ici. Là, il y en avait un autre. On a inséré la boîte. Il est parti en biais. Bon. Par contre, dans celui-là, vous avez en cathodoluminescence la luminescence qui apparaît au bon endroit, enfin quand on met le faisceau d'électrons au bon endroit. Si on met le faisceau d'électrons plus haut ou plus bas, on voit la luminescence du ZNSC. On a des raies correctes, propriétés correctes. Donc, dans un nanophile ici, où on voit exciton chargé, biexciton, et puis un autre nanophile ici, où il n'y avait rien sur les côtés, on a uniquement l'exciton chargé. Donc, c'est un système, donc Maria a insisté sur un certain nombre de propriétés là. Euh, il n'y a pas de couche de mouillage, donc ça peut émettre à température relativement haute. Il y a vraiment une seule boîte quantique, donc on n'a pas de luminescence parasite par les boîtes qui sont à côté. Et puis ici, on a bien sûr la possibilité d'aller saisir la boîte et d'aller la porter sur une structure photonique. Et ici, on a un splitting entre exciton et biexciton qui est de 24 millivolts. Donc, c'est la température ambiante. Donc, ça permettra aussi de travailler à des températures assez élevées. Donc, vous avez un exemple ici de mesure de corrélation. Bon, c'est pas fantastique, on doit pouvoir faire mieux, mais quand même, c'est à 300 K. Et puis, un autre élément, euh, je me rappelle, j'étais dans un jury d'ANR et il y avait un projet sur l'émetteur de photons uniques. Et c'était dans un jury qui était plutôt microélectronique. Et donc, il y a eu une question, mais finalement, votre truc là, ça va être quoi la puissance de sortie? C'est ridicule. Donc, au début, je me suis dit, mais quelle question idiote. Et bien après, je me suis demandé, finalement, notre émetteur de photons uniques, combien il émet? Bah, si vous regardez, et que ça émet, bon, dans l'infrarouge, bien sûr, à 1,5 micron, mais dans le visible, bah, c'est quelque chose que vous pouvez voir à l'œil nu et que vous pouvez prendre en photo. Alors, il faut filtrer le laser d'excitation, mais ici, vous avez un émetteur de photons uniques à température ambiante qui a été photographié avec un, un simple smartphone. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Bien sûr, ce que je vous ai présenté, c'est un court résumé du travail de bien du monde que je remercie et je vous remercie vous aussi. Merci Joël. Il y a des questions? Merci. Juste des questions. Quel est le taux de répétition là, de ce que vous montez? C'est des mégahertz? Ouais. Oui. C'est excité à 75 MHz et on a une efficacité de 20% à peu près. Donc c'est 15 MHz. Ouais, ouais. Mais vous n'avez pas d'intermittence. Non.
C'est ça qui est important, c'est d'avoir une émission vraiment bien régulière Ouais. et pas arrêter de temps en temps par des effets supplémentaires. Non, Souvent, c'est des y a charges. pas de. Ouais, non, c'est bon. Mais vous en nettoyez, il n'y a pas de charge. Bah, les charges sont loin, en fait, hein. Les charges sont à quelque chose comme 200 nanomètres, hein. Ouais, Elles sont en surface. ouais, c'est ça. C'est bien protégé. Ouais. Le, Ouais. la coquille, là, elle sert de guide, mais elle sert aussi de protection. Ouais, ouais. Non, parce que nous, on a justement des systèmes comme ça, cœur coquille, mais plus petits. Et justement, il y a une intermittence due Ouais, à des charges qui viennent de temps en ouais. temps. Sur l'autre fil que j'ai montré, qui a été regardé Ouais, en EDX, là, on a des propriétés optiques nettement moins convaincantes. ouais, ouais. Il faut vraiment euh, Ah, grossir la section du guide et de la couche protectrice en même temps. ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment très, très efficace. Et nos collègues du Canadien, là, d'Alaco et autres, qui font le même genre de système en 3.5, c'est aussi l'expérience qu'ils ont. Ouais, ouais. Merci. Il y a d'autres questions? Ouais, on a des tas de pistes pour le baisser, oui. Bon, à basse température, et c'est quelques pourcents. Là, c'était fait sur l'échantillon dont le spectre est à gauche, où il y a à la fois des excitons neutres et des excitons chargés. Et on pense que c'est l'interférence entre excitons neutres et excitons chargés qui nous embête un peu. Normalement, c'est deux canaux parallèles, mais à température ambiante, les porteurs sont assez mobiles, plus qu'à basse température. Mais on essaie d'améliorer, on pense qu'on va réussir à améliorer. Oui, Joël, je voulais revenir à ta manip sur les boîtes obtenues par intermixing. Tu as montré effectivement que les largeurs de raie sont importantes. Est-ce que tu peux sont grandes. Est-ce que tu peux nous rappeler quelles étaient les conditions expérimentales et nous dire comment tu expliquerais aujourd'hui le fait que les largeurs de raie étaient si conséquentes pour ces boîtes qui avaient l'air assez bien définies. Donc, quelle est Donc, ta explication aujourd'hui? faudrait que je te rappelle ça, faudrait déjà que je me le rappelle. Je pense que, alors, à mon avis, il y a au moins deux raisons qui sont suffisantes, mais euh, qu'on n'a pas cherché à éliminer, simplement parce qu'il nous fallait un signal. Donc, on pompait vraiment très fort avec le faisceau d'électrons. Et d'autre part, on avait tendance à augmenter la fenêtre d'observation, et donc on avait des choses à côté qui, à l'époque, je sais pas si on savait faire, vous ne l'aviez pas fait à l'époque. Et Mais normalement, la cathodo devrait permettre de faire la même chose. Euh, à l'époque, vraiment, on bombardait. Mais dans la manip sur le nanophile, là, je pense qu'on est beaucoup plus propre maintenant en cathodo, et ça vaudrait sans doute le coup de tester tous ces échantillons-là en cathodoluminescence proprement, y compris les boîtes SK. Ouais, un peu plus courte, ouais. C'est plutôt du style 300, 400 picots que quelques nanos. Ouais.